Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. Haro contre la fraude sociale au nom de la défense du modèle social européen et français. Discours d'un chef de l'État en campagne. Aujourd'hui à Bordeaux, le thème de l'assistanat était aussi présent avec l'obligation de travail 7 heures hebdomadaires pour les bénéficiaires du RSA. La situation se tend toujours plus entre le gouvernement et le Sénat. Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, et Roselyne Bachelot, il y a un instant sur Public Sénat, n'aiment pas l'attitude de la gauche qui a substitué ses propres mesures à celles du plan de rigueur pour réduire le déficit de la sécurité sociale. Accord dans la douleur et limité entre le PS et les écologistes, un texte d'une trentaine de pages qui prévoit la fermeture de 24 réacteurs et où apparaît aussi le désaccord sur l'EPR de Flamanville. Critique acerbe de François Fillon pour qui l'accord remette en cause l'excellence française alors que les Verts se voient promettre par les socialistes un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et puis ce soir, un débat spécial fraude sociale, bien sûr, à suivre avec nos invités, l'UMP Alain Milon, la socialiste Marisol Touraine, le président de la Confédération des syndicats médicaux, monsieur Michel Chassan. La valeur travail au cœur du discours présidentiel, plus que jamais bousculé aujourd'hui par Peugeot Citroën. Avec 4000 suppressions de postes, notamment dans la recherche et le développement, la France apparaît comme la plus touchée par le plan d'économie arrêté par le constructeur. Et l'onde de choc est terrible chez les salariés des plus grands sites de PSA en France. Fabrice Cunet. Ils sont venus de tous les sites du groupe. Plusieurs centaines de salariés de PSA en colère après l'annonce de la suppression de 5000 postes en France. Dans les bureaux, un comité d'entreprise houleux. Devant la porte, un face-à-face parfois tendu. Ce qui choque ces salariés, l'annonce d'un investissement de près de 4 milliards à l'étranger dans de nouvelles installations et la distribution par le groupe de dividendes. Il a dû distribuer 257 millions d'euros de dividendes cette année aux actionnaires. Ils doivent considérer que ce n'est pas suffisant. Et donc ce développement international, ne nous poserait pas de problème s'il ne se faisait pas par la casse des emplois ici. Accusé d'abandonner le secteur automobile, le ministre de l'Industrie a tenté devant les députés de minimiser l'impact du plan annoncé par PSA. Il faut faire attention à ne pas nourrir des inquiétudes infondées. D'abord, il n'y a pas de fermeture de site. PSA a explicitement redit ce matin que Cévennes-Nord, que vous avez cité, ou Colnay ne fermeront pas. Il n'y a pas de plan social. PSA ne prévoit aucun licenciement ni aucun plan de départ volontaire. Explication insuffisante, notamment pour la gauche sénatoriale. Il faut durcir le ton face aux grands groupes, comme Peugeot Citroën. Si nous n'avons pas cette politique des contreparties, à chaque fois, les grands groupes prendront l'argent, iront sur les marchés émergents et oublieront le sol national. Il faut réagir. Contrairement aux annonces du ministre, syndicats et salariés de PSA craignaient ce matin des fermetures de sites. La direction, elle, s'est contentée d'annoncer que ce plan n'aurait, je cite, aucun impact sur les programmes. Et un responsable CGT du site d'Aulnay sera dans ce studio dans quelques instants. On a également appris aujourd'hui que des centaines d'emplois vont être supprimés en France par la Société Générale dans son secteur de banque de financement et d'investissement. L'INSEE a annoncé ce matin une croissance de 0,4% pour le troisième trimestre en France. Un léger mieux par rapport à ce qui était espéré, mais les créations d'emplois stagnent dans le pays et sans perspective d'amélioration. Confirmation d'un 4e jour de carence pour les salariés du privé en arrêt maladie. Un jour de carence verra le jour pour les fonctionnaires. Le gouvernement escompte une économie de quelques 200 millions d'euros, pointant une progression non justifiée, selon lui, des indemnités journalières. L'autre angle, défendu par Nicolas Sarkozy aujourd'hui à Bordeaux, concerne donc la fraude sociale. On écoute le chef de l'État. Frauder la sécurité sociale, c'est voler. Ce n'est pas simplement abuser du système, ce n'est pas simplement profiter de ses largesses, c'est voler chacun et chacune d'entre nous. Celui qui bénéficie d'un arrêt de travail frauduleux, comme celui qui le prescrit, je le dis simplement, vole les Français.
S'il n'a pas annoncé de mesures nouvelles contre la fraude sociale, sinon l'instauration d'un haut conseil au financement de la Sécu, le chef de l'État a repris l'idée d'une contrepartie au RSA. 7 heures seront donc demandées aux bénéficiaires sous forme d'un contrat en bonne et due forme. Elisa Bertolomé. 10 000 premiers contrats seront expérimentés dans une dizaine de départements d'ici la fin de l'année. Moyennant salaire, les bénéficiaires du RSA travailleront 7 heures par semaine, soit 28 heures par mois pour la collectivité. L'État et les conseils généraux financeront cette mesure. Elle sera mise en place rapidement. Dès demain, les présidents des conseils généraux volontaires pour l'expérimentation se réuniront. Un décret précisera les modalités de prise en charge des aides à l'employeur. Pour Nicolas Sarkozy, cette décision va dans le sens d'une transformation de la politique sociale et permet de responsabiliser les bénéficiaires. La proposition n'est pas nouvelle. Le député centriste et secrétaire général adjoint de l'UMP, Marc-Philippe Daubresse, l'avait suggéré dans un rapport remis mi-septembre au chef de l'État. Selon l'ancien ministre des Solidarités actives, l'avantage de cette mesure est double, faciliter l'accès à l'emploi et permettre aux départements financeurs du RSA de réaliser des économies. Une préconisation qui avait d'ailleurs rencontré l'assentiment d'une majorité d'associations. Des réactions au discours de Nicolas Sarkozy et puis également à ses propositions. Propositions donc commentées aujourd'hui au Sénat. On écoute. Nicolas Sarkozy n'agit plus aujourd'hui en président de la République. C'est un homme politique qui est en campagne électorale et qui chante une musique douce aux oreilles des électeurs de Marine Le Pen. C'est très net. Il faudrait être FN pour revendiquer la justice est la même pour tous. Non, je crois que franchement, c'est pas à des partis démocratiques d'abandonner ce terrain qui est celui des principes et celui de la justice. On n'a pas besoin du FN pour travailler. Enfin, écoutez, non, je pense que franchement, aujourd'hui, notre pacte social doit être préservé et pour cela, nous avons besoin de responsabiliser tous les Français. Alors, on reprend ce débat dans un instant avec nos invités. La gauche pousse son avantage au Sénat en substituant ses propres mesures au plan de rigueur du gouvernement. Le vote la nuit dernière du budget de la Sécu, totalement remanié, a d'ailleurs fait bondir aujourd'hui Xavier Bertrand. On écoute Delphine Girard. Les sénateurs socialistes ne s'en cachent plus. Le budget de la sécurité sociale, tel qu'ils l'ont voté hier, préfigure bel et bien les orientations d'un gouvernement de gauche. Pendant une semaine, ils ont réécrit le texte du gouvernement en votant une série de mesures qui, selon eux, diminuent le déficit du régime général. Parmi elles, ils ont voté la fin de l'exonération des heures supplémentaires. Objectif, économiser 4,5 milliards d'euros, dont 2,9 pour la sécurité sociale. Le texte que nous allons voter dans quelques instants ne ressemble à rien à celui qui nous a été présenté, que nous a présenté le gouvernement. Il représente pour nous l'esquisse de ce que pourrait représenter un vrai projet de gauche pour la sécurité sociale, un projet fondé sur les valeurs de sécurité et de solidarité, un projet qui ne renie pas les acquis d'un système hérité du Conseil national de la résistance. Xavier Bertrand, ministre du Travail, a fustigé l'attitude du Sénat, vitrine de ce que ferait la gauche au pouvoir selon lui. On sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, c'est fait pour la majorité sénatoriale. Le résultat est clair, plus de dépenses, plus de prélèvements. Le candidat socialiste a du mal à sortir de l'ambiguïté, vous l'avez fait pour lui. Une commission paritaire doit se réunir demain pour faire la synthèse entre les versions votées par l'Assemblée nationale et le Sénat. Un compromis qui a peu d'espoir d'aboutir, d'autant que ce texte a été rendu caduc par les annonces contenues dans le plan de rigueur et qu'un projet de loi rectificatif sera soumis au Parlement le 5 décembre prochain. Et puis, le Sénat s'empare du statut pénal du chef de l'État. Une question en jachère qui a été relancée il y a quelques mois par le procès en son absence de Jacques Chirac. La commission des lois a adopté une proposition de loi autorisant, dans un cadre bien précis, la destitution du président de la République. Nathalie Guillouard. C'est bien la possibilité d'une procédure de destitution du chef de l'État que le Sénat compte mettre en œuvre. Il s'agit pour la gauche sénatoriale de compléter la réforme de la Constitution de 2007 qui pose le principe de l'immunité du président de la République. Il s'agit de réparer, plutôt de viser, à faire en sorte que le statut d'impunité totale dont jouit le chef de l'État voit ce statut modifié pour faire en sorte qu'en cas de manquement grave à l'exercice de ses fonctions,
le président de la République puisse être passible de la Haute Cour de justice, non plus pour haute trahison comme c'était le cas par le passé, mais maintenant pour des manquements graves. À droite, on considère que le débat n'a pas lieu d'être. Pour Jean-Jacques Hyest, la démarche du Sénat est incohérente. Pour le sénateur UMP, un texte identique est en préparation à l'Assemblée. La proposition, il y a des éléments intéressants, mais ça ne sert à rien sur le plan de la procédure parlementaire de se saisir d'une proposition alors que le projet il va être examiné dans quelques jours à l'Assemblée et ça, qu'on examine les deux ensemble. Ça nous paraît, c'est toujours ce qu'on a fait dans ce Sénat. Alors à moins, évidemment, le Sénat est nouveau, alors ça devient un peu bizarre. Le texte est débattu à partir de ce soir dans l'hémicycle de la Haute Assemblée. Accord finalement scellé entre les Verts et les socialistes. Martine Aubry est d'ailleurs en train de le présenter en ce moment même, rue de Solferino. Les échanges, on le sait, ont été tendus en raison du blocage, notamment sur l'avenir du réacteur de 3e génération de Flamanville. Alors, présentation de cet accord et des désaccords persistants entre circonscription, groupe parlementaire pour les Verts à l'Assemblée nationale et disparition de certaines centrales nucléaires. Julie Dingeloff. Le texte d'une trentaine de pages liste les points d'accord et de divergence des deux parties. Sans surprise, un terrain d'entente a été trouvé sur les prochaines législatives. De 4 députés aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts passerait à 15 en cas de défaite de la gauche et de 25 à 30 députés en cas de victoire. Si la fermeture de 24 réacteurs d'ici 2025 et la mise en place d'une politique ambitieuse en matière d'efficacité énergétique a été actée, ça coince encore sur la sortie définitive du nucléaire et sur la fermeture de l'EPR de Flamanville. À droite, la polémique rebondit déjà. François Fillon dénonce le sacrifice d'un secteur d'excellence. Vous avez déjà sacrifié 24 réacteurs nucléaires aux circonscriptions et à l'échange électoral avec les Verts. C'est-à-dire que vous avez choisi de sacrifier l'un des rares avantages compétitifs de la France par rapport aux autres pays européens. Au-delà du nucléaire, les Verts et les socialistes se sont mis d'accord sur un certain nombre de propositions, comme le principe de fiscalité verte, le retour à la retraite à 60 ans, ou encore la possibilité du mariage gay. Nos invités, Marisol Touraine, bonsoir, secrétaire nationale du Parti socialiste à la santé et à la sécurité sociale. Face à vous, Alain Milon, bonsoir, vice-président UMP de la commission sociale des affaires sociales au Sénat. Michel Chassan, président de la Confédération des syndicats médicaux français, il nous dira si lui aussi, peut-être comme les salariés, se sent visé par la dénonciation de la fraude sociale. Il paraît que certains médecins accordent peut-être généreusement certains arrêts maladie. Et puis également avec nous, Jean-Pierre Mercier, bonsoir. Vous êtes délégué syndical de la CGT sur le site PSA d'Aulnay. Alors on vous écoute d'abord sur l'annonce aujourd'hui de la suppression de 4000 emplois en France. 5000. 5000, dites-vous. Oui. Donc vous avez exprimé votre colère, on la comprend. Oui, tout à fait, parce que c'est quand même une saignée qui a été annoncée aujourd'hui par le groupe PSA. C'est 5000 emplois en France, 6800 au total en Europe. C'est de la production, des ouvriers de production qui vont perdre leur travail, c'est des ingénieurs, des cadres, des techniciens. Et quand j'entends les propos de monsieur Varin qui ont été relayés par le ministre Besson, qui dit qu'il n'y a pas de suppression d'emplois, qu'il n'y a pas de licenciement sec et qu'il n'y a pas de fermeture de sites, voilà, moi j'apporte les preuves, excusez-moi, c'est le plan de licenciement sec sur Melun, le site de Melun, qui va être fermé en janvier 2012, et c'est 67 licenciements secs. Voilà, ni plus ni moins. Ça, c'est la vérité. Moi, je mens pas. Je suis pas comme les autres. Et je peux vous dire, oui, qu'on est en colère, on est écœuré, parce que ce plan de suppression d'emplois, il est injustifié. C'est incroyable qu'un groupe aussi riche que Peugeot puisse encore supprimer des milliers et des milliers d'emplois. De quoi êtes-vous victime, selon vous, aujourd'hui? La direction, dont par ailleurs la politique sociale est louée, quand même, on peut le rappeler, à droite comme à gauche, la direction dit vouloir optimiser sa recherche et son développement. De quoi on est victime? Oui. De l'appétit des actionnaires, ni plus ni moins. Vous savez, de la mévente de certains modèles Peugeot? Quelle mévente? En 2010, Peugeot a battu son record historique mondial de vente. Ils n'ont jamais vendu autant de voitures. Et pour ça, ils ont été aidés par des milliards et des milliards d'aides publiques. C'est le prêt de 3 milliards, c'est la prime à la casse, voilà, ils ont été noyés de subventions publiques. Le résultat, c'est 5000 suppressions d'emplois aujourd'hui en France pour l'année 2012, et on est victime, oui, de l'appétit des actionnaires. Très, très, très clairement, le numéro 2 de PSA aujourd'hui nous a expliqué qu'il fallait trouver des liquidités
pour financer les investissements à l'étranger. S'ils ont besoin de liquidités, mais de qui on se moque? Ils ont 11 milliards d'euros en caisse. 11 milliards en caisse. Eh ben, ils ont qu'à taper dedans. Ils ont qu'à demander aux actionnaires, à la famille Peugeot, de serrer un tout petit peu la ceinture. Ça leur fera du bien. Et qu'ils ne nous demandent pas à nous, les ouvriers, les ingénieurs et les techniciens, encore de faire des sacrifices sur nos emplois. Parce que vous savez, c'est notre seule richesse, nous. L'emploi, notre boulot, eh ben, c'est notre salaire. C'est ce qui fait vivre nos familles. Alors, ce qui est terrible, peut-être paradoxal, c'est qu'on découvre en même temps qu'en Allemagne, par exemple, Volkswagen annonce une augmentation de ses effectifs de 10%, et puis chez Daimler, il y a eu un accord pour promettre le maintien de l'emploi. Pourquoi cette différence? C'est pas simplement les actionnaires, ils sont voraces aussi en Allemagne. Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, quand j'entends des annonces d'embauche, il faut toujours se méfier. PSA a fait il y a quelques années des annonces d'embauche, et puis c'était de l'intérim, c'était de la précarité, c'était les prestataires. Vous savez, avec les employeurs, il faut toujours se méfier. Maintenant, oui, chez Peugeot, la seule politique sociale et la seule politique économique, c'est de faire payer les salariés, c'est les sacrifices sur l'emploi et sur les salaires. Et ça, on en a marre. Et c'est pour ça qu'il y avait des centaines de salariés de PSA Aulnay qui ont été manifestés ce matin, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un avant-goût. Cette saignée, c'est juste un avant-goût. On sait très bien que les élections présidentielles et législatives passées, là, ils vont se lâcher. Alain Milon, sénateur UMP, est-ce que vous vous sentez solidaire de ce discours que vous entendez ici? Je me sens. Pourquoi? Pourquoi? Attendez. Parce que, à mon avis, vous n'êtes pas de ceux qui veulent imposer à un patron comme Peugeot d'interdire les licenciements. Écoutez-le. Ça, j'en suis sûr. Je ne vous autorise pas à penser pour moi. La seule chose que je peux dire, c'est que si je me sens extrêmement concerné par le problème, que j'ai bien écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a dit monsieur, ça me semble extrêmement intéressant, et que j'ai besoin des éléments qu'il a pour me faire mon idée sur le sujet. Marisol Touraine. Moi, je voudrais dire que je comprends cette colère. Parce que je comprends la colère à PSA, mais je voudrais dire que PSA, c'est très spectaculaire, parce que c'est une grande entreprise, très connue, très identifiée. Dans tous nos territoires, il y a des plans sociaux plus silencieux aujourd'hui, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire la recherche de bénéfices accrus, alors même qu'il y a des ventes. Je laisse de côté le cas des situations où il y a plus de marché, il n'y a plus de vente, il y a des situations difficiles. Mais on voit bien que dans ce contexte-là, il y a un décalage complet entre la situation que vivent les gens sur le terrain, que vivent les salariés, que vivent ces familles, et les choix du gouvernement en matière d'austérité, puisque ce sont ces salariés qui aujourd'hui supportent tout le poids de l'austérité qui est imposée dans notre pays. Merci en tous les cas Jean-Pierre Mercier. Vous allez pouvoir intervenir à nouveau dans le débat puisqu'on va parler du discours social du chef de l'État qui se pose aujourd'hui en garant, en défenseur du modèle européen, avec donc ce discours contre la fraude sociale. Alain Milon, tout le monde bien sûr est d'accord pour la combattre. Est-ce qu'il fallait que ce soit le thème central aujourd'hui de l'intervention du chef de l'État, et quelle est l'utilité pour vous? Dans la mesure où c'est un débat national important qui concerne quand même des sommes relativement considérables au niveau de la sécurité sociale et des prestations sociales des différents organismes, que ce soit les conseils généraux ou l'État, il est important que le chef de l'État se mêle de ce sujet et dise la façon dont il veut voir évoluer les choses. Et la solution pour lui passe certainement par la mise en place d'un haut conseil de lutte contre les fraudes. Ça me semble être une bonne idée, à la condition évidemment qu'il reprenne les idées qui ont été mises en place par les MEX, les missions d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, la MEX du Sénat et la MEX de l'Assemblée nationale, qui font sur ce sujet des propositions intéressantes. Alors dans cette mesure-là, oui, c'est une bonne idée. Et puis, je ne vois pas pourquoi le président de la République, parce qu'il est président de la République, n'aurait pas le droit de dénoncer ce qui se passe dans le pays. Nicolas Sarkozy n'est pas président de la République, là. Il est candidat à la présidentielle et il a décidé, comme en 2007. Jusqu'au mois de mai, il est président de la République. Écoutez, là, aujourd'hui, il n'arrête pas de nous dire qu'il n'est pas encore candidat. Ce matin, il l'était. Et en 2007 déjà, il avait fait de la lutte contre la fraude un de ses thèmes préférés. C'était non pas le discours de Bordeaux, comme ce matin, c'était le discours de Lorient. Alors nous disons très clairement que la fraude doit évidemment être combattue. Mais quel aveu d'échec de la part du gouvernement? Quel aveu d'échec de la part de Nicolas Sarkozy? Moi, je vais vous donner des chiffres. Parce que la fraude, il faut en parler concrètement. C'est entre 20 et 25 milliards d'euros de fraude fiscale.
chaque année. C'est entre 10... il faut ventiler alors. Écoutez, c'est la fraude fiscale. Oui, mais c'est entre 10 et 15 milliards de fraude due au travail au noir. C'est plus de 2 milliards d'euros de fraude due aux cotisations. Et si on parle de la fraude qui a concentré l'attention du président de la République ou de Nicolas Sarkozy, c'est 400 millions d'euros qui seraient en cause sur l'assurance maladie. Alors moi je dis mettre en avant, faire comme si les Français étaient tous des fraudeurs potentiels, comme si les malades étaient des fraudeurs potentiels, c'est franchement un discours qui est insupportable. C'est comme ça que vous avez reçu le discours de Nicolas Sarkozy. Alain Milon. C'est une façon politicienne de recevoir le discours du président de la République. La vérité, c'est que depuis des années déjà, les différents organismes de sécurité sociale luttent contre les fraudes. La vérité, c'est que cette année encore, cette lutte contre les fraudes a permis de découvrir près de 400 millions d'euros de fraude. Et quand Madame parle de 20 milliards de fraude aux cotisations ou 2 milliards de fraude directement aux prestations, ce ne sont que des estimations, puisqu'on ne les connaît pas. Donc, oui, mais enfin, des estimations qui sont convergentes. Des uns et des autres. Ça pourrait être plus pour vous, du comité des prélèvements obligatoires, de la Cour des comptes. Dire clairement, on n'en sait rien. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les fraudes qui sont détectées ou suspectées ramènent à peu près, ou sont équivalentes à peu près à 400 millions. Quel est le premier fautif pour vous, Monsieur Milon, à cette fraude aux prestations sociales? Est-ce que ce sont les bénéficiaires? Mais là, je parle aux fraudes, par exemple, aux arrêts maladie abusifs. Parce que vous avez Michel Chassaing qui va répondre dans un instant. Vous avez le droit de le provoquer en disant que les médecins ont peut-être la main légère. Aussi, donc je ne risque pas de provoquer monsieur Chassaing. Je ne pense pas... Je ne pense pas qu'il y ait des catégories sociales qui soient plus provocatrices de fraude que d'autres. Et il n'est pas question, ni dans le discours du président de la République, ni dans mon discours, il n'est question de stigmatiser qui que ce soit. Et le malade et le médecin, c'est un couple. Et le patient fait confiance à son médecin, le médecin fait confiance à son patient. Alors on écoute Michel Chassaing, parce que c'est vrai, il y a eu des reportages d'ailleurs encore hier soir à la télévision qui montraient que certains de vos confrères accordent des congés maladie très facilement. Il suffit de dire j'ai un peu mal au dos. Écoutez, d'abord, notre système de santé va mal. Il ne va pas bien. Il ne va pas bien et il y a une des raisons essentielles pour lesquelles il ne va pas bien, c'est parce qu'il est sous-financé, essentiellement. C'est-à-dire qu'il manque en moyenne 10 milliards d'euros par an pour financer notre système de santé. C'est ça le vrai problème. Alors je ne dis pas à travers cela qu'il ne faut pas faire des économies et qu'il ne faut pas faire en sorte qu'il n'y ait pas de gaspillage. Oui, il faut effectivement moraliser le système. Et pour moraliser le système, il faut qu'effectivement qu'il y ait des contrôles. Et que les contrôles s'exercent auprès des médecins, mais aussi auprès des patients. Et il n'est pas illégitime qu'en cas de contrôle, en cas d'arrêt de travail abusif, et l'un et l'autre soient pénalisés. Et le médecin, aujourd'hui, il l'est, jusqu'à 6 000 € d'amende potentielle en cas de prescription abusive d'arrêt de travail. Est-ce que ça corriger certaines mauvaises pratiques? Alors, mais ça existe déjà. Oui. C'est pas pour autant, si vous voulez, qu'on a dégagé des économies fantastiques avec des mesures de ce type. Ces mesures moralisent l'ensemble du système. Elles sont utiles, parce qu'il faut qu'il y ait des garde-fous, mais pour autant, il ne faut pas se bercer d'illusions. Ce n'est pas avec ça qu'on va équilibrer ni les comptes de l'assurance maladie et permettre de sauver notre système de santé. Mais c'est bien la raison pour laquelle je dis clairement que le gouvernement, Nicolas Sarkozy ce matin, est dans l'agitation politique et dans un débat de propagande politique, puisque au fond, il agite le chiffon de la fraude, comme il le fait d'ailleurs de façon régulière depuis 2007, sans aucun résultat concret. J'ai donné des chiffres, c'est là-dessus qu'on l'attend. Tout simplement pour, au fond, alimenter ce discours populiste qui tente à laisser croire que tous les malades, tous les médecins seraient potentiellement des fraudeurs. Il y a des fraudeurs, il faut évidemment lutter contre cela. Mais le problème de l'assurance maladie, c'est pas ça. Alors, ce que j'allais dire, c'est que tout le monde est d'accord pour dire, comme Michel Chassaing, qu'il manque beaucoup de milliards pour équilibrer les comptes de la sécurité sociale. Et sur ce thème... Le meilleur, non, si vous permettez, c'est aujourd'hui de créer un haut conseil pour la réforme de la protection et du financement de la protection sociale. Je crois que ça, c'est une nouveauté, à l'image un petit peu de ce qu'on a créé pour le haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, qui est quand même une institution qui marche très bien. Ça, c'est une annonce qui est sur les solutions pour tenter de rétablir les comptes de la sécurité sociale. Nous avions tout à l'heure la ministre des Solidarités sur notre plateau, Roselyne Bachelot, invitée de Preuve par 3. Et alors qu'il y a justement un bras de fer qui se joue au Sénat entre la gauche et la droite, avec des propositions d'un côté, des contre-propositions de l'autre, écoutez la réaction de Madame Bachelot.
Le président de la République ne veut pas bloquer la machine économique. Et de l'autre côté, les socialistes et la gauche dire « et allons-y, continuons les dépenses et augmentons les impôts ». Donc nous voulons passer entre ces deux intégrismes, mettre la France sur le retour à l'équilibre sans bloquer la machine économique. C'est bien un plan de retour à l'équilibre. Voilà, un nouvel intégrisme, dit Roselyne Bachelot, sachant que les sénateurs UMP, vous me confirmez, Monsieur Milon, dénoncent une logique de taxation de la nouvelle majorité au Sénat. Je confirme complètement, puisque dans le cadre des discussions que nous avons eues toute la semaine dernière et jusqu'à cette nuit, la majorité socialiste a mis en place 17 nouvelles taxes pour des recettes de plus de 5 milliards d'euros. Donc c'est vraiment certaines injustifiées. Il y a des taxes sur les retraites chapeaux, j'ai vu par exemple, d'autres sur les parachutes dorés. Il y a des taxes sur les parachutes dorés, sur les retraites chapeaux, sur les stock options qui me semblent moins logiques et que j'ai d'ailleurs voté. Il y en a d'autres qui vous plaisent moins. Que j'ai d'ailleurs voté. La suppression des heures supplémentaires. La défiscalisation des heures supplémentaires. La suppression des heures supplémentaires. La suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires. Le forfait social sur les entreprises qui touche directement les retraites, qui touche directement les participations. Ça, ce sont des choses qui sont inadmissibles. D'accord, donc le débat politique est très agité. Un mot quand même de Monsieur Mercier de la CGT Aulnay. Très rapidement, sur le débat sur la fraude fiscale, les fraudeurs, on les connaît. C'est les patrons. C'est les patrons, c'est les employeurs comme PSA. Ils ont reçu des milliards et des milliards d'aides d'euros. Pour faire quoi? Pour licencier? Pour supprimer des milliers de postes? Ça, c'est pas de la fraude? C'est pas de la fraude à la société? Et pour rétablir les comptes de la sécurité sociale, mais qu'ils arrêtent de licencier, qu'ils arrêtent de supprimer des emplois, et qu'ils embauchent les jeunes, et qu'ils fassent partir les anciens dans des pré-retraites, que les anciens ils partent en retraite, et puis que les jeunes ils puissent bosser avec un vrai CDI. Il y a deux visions des fraudes. Voilà, et ça on rétablirait très facilement l'équilibre social, et qui payent à 100% leurs cotisations. En France, les seuls qui payent 100% de leurs cotisations, c'est les salariés, c'est les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs, les cadres. Parce qu'on est prélevé à la source. Les patrons, ils payent plus rien du tout. Peugeot, ils payent pratiquement plus rien du tout en cotisation sociale. Elle n'est pas là, la fraude? Alors c'est une fraude organisée, légale, décidée juridiquement. Eh bien ça, il va falloir le changer. Et pour ça, il faudra que les salariés ils se mobilisent et luttent, parce qu'il n'y a que ça qui pourra les faire reculer et qui pourra les faire payer. Allez, qui veut dire un mot, Monsieur Milon, et puis Madame. Il y a quand même effectivement en jeu la question d'un autre mode de financement de la sécurité sociale. Et nous le disons, la droite, elle n'a pas arrêté de taxer non plus. Elle a taxé, simplement elle taxe de manière injuste. Donc nous, ce que nous disons, c'est trois choses. La première, il faut effectivement trouver de nouvelles ressources, et ces ressources passent par des prélèvements sur les revenus du capital, sur la mise à contribution de l'ensemble de revenus qui ne sont pas aujourd'hui sollicités, et par la suppression du paquet fiscal. Deuxième chose, nous devons mettre en place des réformes de structure, parce que l'assurance maladie a besoin d'être mieux maîtrisée. Et troisième chose, comme nous savons que les dépenses d'assurance santé vont continuer à augmenter, il faut réfléchir à une manière de financer l'assurance maladie qui ne pèse plus sur le coût du travail, parce que sinon c'est la compétitivité de nos entreprises qui sera en cause. Un mot pour conclure, on s'arrête là. La sécurité sociale a un déficit structurel, on le sait, qui est de l'ordre de 8 milliards, entre 8 et 10 milliards chaque année. Il est vraiment nécessaire qu'on revoie son financement intégralement, mais ça fait partie d'une campagne présidentielle. On peut pas, dans le cadre d'un PLFSS, non, moi je suis pas candidat, et Mme Touraine non plus. On n'est pas dans le cadre un candidat, et moi aussi. Dans le cadre d'un PLFSS 2012, on peut pas, comme ça, mettre en place des réformes aussi structurelles que celle-là. Si vous permettez, j'espère quand même que le débat sur la campagne présidentielle va être l'occasion de parler et de débattre de ces sujets, qui sont des sujets qui sont quand même extrêmement importants. Bien sûr, effectivement, c'est notre modèle social auquel nous sommes tous attachés. Il faudra faire payer les patrons. Ça ne suffira peut-être pas, on verra. Bon, ça fera beaucoup déjà. Merci en tous les cas à tous d'avoir participé à cette édition. Bonsoir, à 22h, Sonia Mabrouk. La suite des programmes, maintenant, est documentaire sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bonsoir. On a vécu une belle histoire d'amour qui a mal tourné. En France, tous les 2 jours et demi, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Un fléau inacceptable qui touche tous les milieux sociaux. Quels sont les dispositifs mis en place pour enrayer le phénomène? Si la justice entendait les gens en détresse, je pense qu'on arriverait à gérer certaines situations graves.
Violence conjugale, un documentaire de Laetitia Moreau, samedi à 22 h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet.